Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres de ce soir. Une bousculade en dehors de la fête nationale malgache, 16 personnes ont été tuées, on compte plus de 80 blessés. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est dans un état critique selon la présidence, au même moment où des attentats suicides ont ciblé les forces de l'ordre à Tunis. Et Pierre-Antoine Denis nous parlera de la CAN, notamment du match Sénégal-Algérie, premier gros choc de cette Coupe d'Afrique des Nations. Madagascar a célébré hier le 59e anniversaire de son indépendance. Cela devait être une belle fête, mais au final, une bousculade a eu lieu à l'entrée du stade de Mahamasina, le plus grand stade de la capitale malgache. Au moins 16 personnes ont trouvé la mort et plus de 80 autres ont été blessés. Regardez ce reportage de notre correspondante Levasoa Rabari. Énième anniversaire de l'indépendance sous le signe de la douleur et du deuil à Antananarive ce mercredi. Les ambulances n'ont pas suffi pour transporter les morts et les blessés à la suite d'une bousculade survenue à l'entrée du stade de Mahamasn et il a fallu que les véhicules de la police et de l'armée contribuent au transport des patients. Selon les premiers chiffres officiels, 15 personnes ont trouvé la mort et 75 autres ont été blessées juste après la cérémonie officielle de commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Parmi les personnes évacuées, on a eu 15 qui étaient déjà décédés en arrivant. On ne sait pas si c'était décédés sur place ou décédés en cours de route, mais à l'hôpital, on a constaté que c'était déjà décédé. Et un autre qui était le 16e, il était arrivé ici encore en vie, donc des signes de vie, mais en fait en l'examinant, on savait que c'était mort cérébrale déjà. La plupart des victimes voulaient entrer au stade pour assister au concert de l'indépendance avec une multitude de stars. Le défilé militaire venait juste de prendre fin et ceux qui avaient la chance d'assister à cette première partie de la cérémonie sortaient du stade par les deux portails où les gens devaient aussi entrer. Je suis en colère contre la police. Je suis vraiment en colère. Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Et c'est un gâchis total. Pour le 59e anniversaire de l'indépendance, pourtant, les autorités voulaient mettre des petits plats dans les grands. Pour marquer les esprits, le chef de l'État avait innové en annulant le traditionnel banquet de l'indépendance et pendant la cérémonie officielle, les militaires, gendarmes, policiers et pompiers, ainsi que les autres corps d'officiers de police judiciaire, ont défilé sous le regard du président rwandais Paul Kagame, vêtu de nouvelles tenues et arborant de nouvelles armes, de nouveaux matériels militaires comprenant des véhicules blindés, des hélicoptères et un avion de transport de troupes ont également été exhibés, tandis que les vieux matériels roulants avaient été rangés au garage. Louvassoura Bar, BBC Afrique, Antananarive. Situation confuse en Tunisie. Le président Béji Caïd Essebsi a été victime de graves malaises selon un communiqué de la présidence. Béji Caïd Essebsi est le premier président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire de la Tunisie après l'adoption de la nouvelle constitution en 2014. La nouvelle du grave malaise du président intervient alors que la capitale tunisienne a été la cible ce jeudi de 2 attentats. Un premier kamikaze s'est fait exploser près d'une voiture de police, tout près de la célèbre avenue Habib Bourguiba, très prisée des passants et des touristes. Peu après, un autre kamikaze a fait exploser sa charge près des commissariats de police, toujours dans la capitale tunisienne. Un policier a perdu la vie dans ce double attentat et 8 personnes ont été blessées. Le point sur l'actualité internationale en bref et en images. La première édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique s'est ouverte à Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan. L'événement de 3 jours a attiré plus de 10 000 personnes venant notamment de 53 pays africains. Objectif de ce sommet, augmenter le volume des échanges commerciaux qui ont représenté 220 milliards de dollars en 2018. Les dirigeants des pays du G20 arrivent au Japon pour leur dernier grand sommet. Un certain nombre de pourparlers bilatéraux sont prévus entre les dirigeants. Le président chinois Xi Jinping rencontrera le président américain Donald Trump samedi, alors que la Chine et les États-Unis tentent de résoudre la crise commerciale qui dure depuis des mois.
Et puis le thermomètre va encore s'affoler ce vendredi avec de nouveaux pics de chaleur attendus sur l'Europe. Plusieurs records de température pour un mois de juin sont déjà tombés. En Grèce, les autorités redoutent des incendies alimentés par des vents violents et chauds venus d'Afrique. Notre grand angle de ce jeudi 27 juin est consacré à l'esclavage moderne, une pratique dont sont victimes les personnes les plus vulnérables de la société. Et même quand elles arrivent à s'en sortir, la plus grande crainte des victimes est que les trafiquants les retrouvent. Au Royaume-Uni, on estime à 130 000 le nombre de victimes de l'esclavage moderne, dont beaucoup d'étrangers. Des initiatives ont été mises en place pour les aider. Claire Onemendi. C'était terrifiant. Si je ne faisais pas ce qu'il voulait, j'étais battu, je n'ai pas pu m'en sortir. Fred est un homme libre maintenant, mais il vit toujours dans la peur. La peur d'être traqué après des années d'exploitation et d'esclavage. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que quelqu'un fasse le sale boulot à leur place. De nombreuses victimes d'esclavage viennent de l'étranger, mais Fred est un Anglais, interpellé dans sa ville natale par des hommes qui promettaient un travail honnête, un salaire décent. Mais rien ne s'est passé comme prévu. 7 days a week. Il me faisait travailler 7 jours sur 7, sans arrêt. Cela a duré 15 ans, littéralement l'enfer. Fred a été secouru lors d'une opération policière et comme toutes les victimes de l'esclavage moderne, il a reçu une aide du gouvernement pendant 3 mois. Mais c'est ce qui se passe après qui pose problème. Le risque de retourner chez leur bourreau. C'est si facile de retomber dans quelque chose que l'on connaît si l'inconnu vous fait peur. Et c'est ce qui se passe. Ils sont donc toujours vulnérables, ce qui fait d'eux des cibles. Les auteurs de l'esclavage moderne retournent les chercheurs et les récupèrent. Une nouvelle famille, un nouveau départ, après des années d'exploitation. Ils ont bénéficié d'un projet pilote d'aide aux victimes de l'esclavage. Ils sont 6 en Angleterre. Les trafiquants contrôlaient les victimes en leur confisquant leur passeport, leur carte d'identité. Il y a donc une montagne de paperasse à surmonter pour les aider à trouver un logement, à suivre une formation, à retourner dans le monde réel. C'est la première fois qu'on leur pose la question, ou même qu'ils pensent à ce qu'ils vont faire ensuite, parce qu'on leur a enlevé cette possibilité. C'est exactement ça, c'est juste un nouveau départ. Avec l'aide appropriée, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, Fred est un homme heureux, après 15 ans de souffrance. Si j'étais encore là-bas, je ne serais plus en vie et je ne marcherais plus. Maintenant, je suis libre. J'ai des amis ici. Que demander de plus? Ces nouveaux projets ont pour objectif de sauver des vies. S'ils fonctionnent, ils pourraient bientôt être déployés dans toute l'Angleterre et apporter stabilité et sécurité à ceux qui en ont tant besoin. Partons au Maroc maintenant à la rencontre de la styliste Zeneb El Kadiri. Elle est la fondatrice de la marque Luxury by Kay et à l'initiative du festival African Fashion Talents. La jeune femme veut monter un réseau d'influence avec les femmes qui bénéficieraient à tous les pays d'Afrique. Dans cette interview accordée à la BBC, Zeneb El Kadiri nous partage ses sources d'inspiration. Regardez. Je pense que la femme est très importante pour le développement en Afrique. Une seule main n'applaudit pas, on m'a appris ça au Maroc. Et c'est pourquoi j'ai choisi de créer une plateforme d'échange et de communication ici à Casablanca et d'échanger avec le reste des confrères du continent, mais au-delà même des frontières. Mes créations sont la plupart inspirées de mes périples et rencontres. Je voyais ma mère qui portait le caftan traditionnel, mais moi j'avais choisi la mode du prêt-à-porter parce qu'en France on s'habille avec une tenue qui est pour aller travailler et très peu de fêtes, bien qu'on soit dans une communauté où la fête, le rassemblement familial, se réunir en famille, mais la tenue traditionnelle elle se met souvent dans les mariages. Et au Maroc il y a souvent des fêtes qui sont tellement dans la réunion de famille et puis la femme elle reste très chic et très glamour. Et la tenue traditionnelle elle commençait à perdre un petit peu de sa valeur juste, ses traditions, parce que les filles commençaient à porter, la nouvelle génération voulait porter des tenues de robes de soirée, des robes un peu plus européennes. Et je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose qui puisse être à l'image de cette jeunesse qui veut porter quelque chose de moderne, mais tout en gardant et en préservant notre patrimoine. Et j'ai choisi de mettre du pain mélangé à l'aqad traditionnelle marocaine avec le mjdoul,
Ça, c'est la vraie femme africaine. BBC Info se poursuit avec notre page spéciale CAN et on rejoint Pierre-Antoine Denis. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir Nicolas. Pierre-Antoine, à Alexandrie, les Malgaches et les Burundais viennent à peine de rentrer des vestiaires. Qu'en savez-vous ? Eh bien, c'est une victoire historique pour Madagascar avec un but à la 76e minute, donc à un quart d'heure de la fin du match. Un but qui vaut de l'or, signé Marco Ilaimaharitra, le Malgache qui donc évolue à Charleroi en Belgique et qui a inscrit un superbe coup franc dans la lucarne burundaise. Et c'est une victoire qui vaut de l'or puisque c'est la première victoire pour le pays en Coupe d'Afrique des Nations. Un moment historique, comme vous pouvez l'imaginer, du côté d'Alexandrie et du côté d'Antananarive. Voilà pour Madagascar donc, qui enregistre sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Du côté du Caire maintenant, on s'apprête à vivre aussi un moment très spécial dans cette Coupe d'Afrique des Nations puisque c'est le premier gros match, la première grosse affiche de cette compétition entre le Sénégal et l'Algérie. Une victoire qui vaut cher puisque c'est une victoire qui va compter pour la première place du groupe. C'est aussi une victoire pour le prestige et aussi un message qui va être envoyé aux autres concurrents car les deux équipes vont être observées et le gagnant ce soir enverra un message fort, enverra l'idée que cette équipe et ses joueurs sont venus en Égypte pour remporter ce trophée. Mais en tout cas, les deux entraîneurs, Aliou Cissé et Djamel Belmadi, ne veulent pas mettre ce match sur un piédestal. Écoutez. Au début de cette compétition, nous abordons les matchs les uns après les autres. Tanzanie, c'est derrière nous. Nous avons bien préparé le match contre l'Algérie. Effectivement, il y a le retour de Sadio Mané qui peut nous apporter un plus. Avoir un joueur comme Sadio Mané, c'est un plus pour notre effectif, c'est un plus pour notre groupe. Il fait partie aujourd'hui de nos leaders et il est prêt en tout cas à intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Évidemment, c'est un match attendu par tout le monde, puisque c'est deux équipes avec un certain potentiel, des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, qui ont bien démarré cette compétition, avec des individualités ici et là, des joueurs connus internationalement. Voilà, Aliou Cissé, vous l'avez entendu, qui a parlé justement de Sadio Mané. La star du Sénégal fait son retour ce soir après avoir été suspendu lors du match d'ouverture contre la Tanzanie, même si il y a des blessés chez ces Lions comme Idrissa Gueye et Ismaïla Sarr. Eh bien, cette équipe de Sénégal affiche quand même un très très beau visage, mais elle affrontera des Fennecs qui sont très bien entrés dans leur compétition avec une victoire 2-0 eux aussi face au Kenya. Il dispose de beaucoup d'atouts avec notamment le latéral droit très polyvalent et très puissant Youssef Attal qui est en train de devenir une vraie révélation. Et puis bien évidemment sur ce même côté droit, la star Riyad Mahrez, la star de ces Fennecs et donc ça va être un match explosif du côté du stade du 30 juin tout à l'heure à partir donc de 17h en temps universel et juste après à partir donc de 20h en temps universel, eh bien ce sera le derby des Swahili, le derby de l'Afrique de l'Est entre la Kenya et la Tanzanie, un duel aussi donc pour une première victoire en Coupe d'Afrique des Nations, un duel entre frères ennemis comme si on peut dire, mais en tout cas un duel qui va coûter énormément et qui sera dont on va en parler pendant encore de nombreuses années, Nicolas. Merci beaucoup Pierre-Antoine Denis. Et avant de nous quitter, restons dans le sport avec l'image du jour. Une course qui nécessite un minimum de courage. Vous allez comprendre pourquoi. Les concurrents de la Red Bull X-Alps doivent faire de la randonnée, de la course et du parapente pour se rendre de Salzbourg en Autriche à Monaco. 32 athlètes de 20 pays participent à la course, longue de plus de 1000 km. Le Suisse Krigel Maurer est en passe de remporter sa 6e victoire. C'est la fin de ce journal et toute l'équipe de BBC Afrique se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité, surtout vous qui nous suivez depuis la Guinée sur Espace TV. Bonne soirée à tous et à demain.